En ces temps de troubles et de changements sans précédent, c'est l'une des rares institutions à perdurer. 5 générations de Windsor se sont succédées à la tête de la Grande-Bretagne et de son empire colonial tout au long du XXe siècle. La famille royale britannique est en quelque sorte synonyme de bienséance. Elle représente un mode de vie que nous voulons tous voir se perpétuer. Face aux guerres, aux tensions raciales, aux progrès scientifiques et aux avancées technologiques, elle a été un point de référence. Malgré son grand prestige, la famille royale veut apparaître comme une famille de la classe moyenne à laquelle on peut s'identifier. Bien loin de rester en retrait, elle quitte de plus en plus souvent son sanctuaire de Buckingham pour aller à la rencontre de son peuple. La reine a dit elle-même « Je dois être vue pour être crue ». Lorsqu'Élisabeth II monte sur le trône, les déplacements de la famille royale sont déjà une tradition établie. Mais durant plus de 70 ans, cette dernière sillonnera le globe pour découvrir par elle-même des régions souvent méconnues. Et ce faisant, elle sera le témoin des métamorphoses du monde moderne. Voici la tournée royale des Windsor. Les tournées royales sont devenues une institution. Soigneusement organisées et parfaitement orchestrées, elles sont pour la monarchie l'occasion de voir et d'être vues, tout en renforçant subtilement son rôle sur la scène internationale. Il est très important que les gens les aiment et se sentent proches d'eux. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est en sortant du palais et en allant à la rencontre des gens. C'est une occasion absolument unique parce que la famille royale de Grande-Bretagne est la plus médiatisée du monde. Elle suscite une attention énorme, tant pour la Grande-Bretagne que pour le pays qui la reçoit. Ces tournées sont des exhibitions. Il doit y avoir du monde dans les rues. C'est l'image du pays qui en dépend. Elles doivent être animées. Parce qu'elles sont censées symboliser le lien de dévotion qui existe entre la reine, en l'occurrence, et ses sujets à travers le monde. Il n'y a rien de mieux que le contact personnel. Il est minime, bien sûr. Ce sera une personne dans la foule, saluée directement par la reine ou un membre de la famille. Mais le symbole est là. Et bien évidemment, le succès remporté par la famille royale dépendra de l'image que ses membres donneront d'eux-mêmes, individuellement. C'est ce qui va donner envie aux gens de venir les applaudir. Élisabeth II n'est pas le premier monarque britannique à effectuer des visites à l'étranger. Cette tradition familiale a été lancée dès la fin du XIXe siècle par son arrière-arrière-grand-mère. Si son règne s'est clos 22 jours seulement après le début du XXe siècle, la reine Victoria l'a pourtant profondément marqué. Sous son règne, qui a duré 63 ans, l'Empire britannique s'est considérablement étendu au point d'englober plus du quart de la population mondiale. Après le décès de son mari, cependant, la matriarche de la famille royale s'est quelque peu retirée du monde. Son fils, Édouard VII, était un grand amateur des visites d'État. Au cours des 9 années de son règne, il a voyagé partout en Europe et ouvert la voie aux tournées royales modernes. À mon avis, ce qui rend les tournées royales post-victoriennes si exceptionnelles, ce sont les distances parcourues. Elles ont inclus des territoires très éloignés. Le bateau à vapeur permettait désormais de traverser l'océan. C'était aussi un moyen de créer un rapport plus personnel avec la couronne, parce que de plus en plus de personnes avaient désormais la possibilité de voir le monarque en chair et en os. George V a lui aussi le goût du voyage. Every available vantage point is utilized by onlookers, anxious to catch even a glimpse of the royal procession. Alors simple duc de Cornouailles, il fait le tour de l'Empire britannique, visitant plus d'une dizaine de territoires différents, parmi lesquels l'Australie pour l'inauguration du Parlement. Son héritier a des préoccupations plus hédonistes. Le prince de Galles avait un sex-appeal certain. C'était un prince et un playboy. Il était très séduisant. Il était jeune, blond, avec de magnifiques yeux bleus. Il savait séduire les foules. Chez les jeunes femmes, il créait une attente, un espoir, celui d'être l'élu, celle qui gagnerait son cœur. Après avoir servi dans la marine britannique durant la Première Guerre mondiale, dans les années 1920 jusqu'au début des années 30, il multiplie les tournées, Canada, Inde, Amérique du Sud. Il représente son père en public et enchaîne les liaisons en privé qui souvent déplaisent. À commencer par celle avec Wallis Simpson.
À la mort du roi George V, en 1936, le Parlement refuse d'autoriser son mariage avec l'américaine déjà divorcée. Le nouveau monarque préfère abdiquer plutôt que d'exercer sa charge sans la femme qu'il aime à ses côtés. Avant même d'imaginer qu'il monterait un jour sur le trône, George VI s'était conformé à la tradition familiale en enchaînant les voyages à l'étranger. D'abord en Afrique, puis aux Fidji, en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'Afrique du Sud sera son dernier déplacement officiel à l'étranger en 1947. When His Majesty went ashore, he was the first British reigning sovereign to set foot on South African soil. Alors qu'une autre visite sur le vaste continent africain a été planifiée, il est contraint de laisser les rênes à la génération suivante. Après-guerre, une grande partie du monde a les yeux tournés vers l'Asie du Sud-Est. En Chine, pays le plus peuplé de la planète, la guerre civile a conduit à la création d'une république populaire. Et dans la Corée voisine, les tensions ont débouché sur un conflit majeur. Mais au début de l'année 1952, les Anglais ont le regard rivé sur la jeune princesse Elisabeth et son mari le duc d'Édimbourg, tandis qu'ils embarquent dans un avion à destination du Kenya. This time they faced a tour of some 30,000 miles with a brief stay in Kenya on the way out. Après la Seconde Guerre mondiale, une vaste série de tournées avait été planifiée pour le roi George VI. Mais très vite après la guerre, le roi, qui était un gros fumeur, a développé un cancer du poumon. C'est donc Élisabeth et Philippe, qu'elle venait tout juste d'épouser, qui sont partis à sa place. Ils ont fait le programme classique, rencontrer des tribus locales, visiter des écoles. Leur but à cet égard était de renforcer l'adhésion populaire à l'administration coloniale britannique au Kenya, qui, dans les faits, était assez brutale et déplaisante. Les devoirs officiels du couple sont suspendus pour laisser les jeunes mariés profiter de quelques rares instants de calme et de tranquillité. Ils trouvent refuge dans une cabane perchée dans les branches d'un figuier. Its quiet seclusion and charm was bound to be greatly appreciated by the royal visitors on this and no doubt future occasions. Après avoir honoré quelques engagements publics, ils se sont retirés pour aller observer la faune. Ils étaient dans un endroit inaccessible, au sommet d'un arbre, quand le roi est mort. Ça a été compliqué de leur faire parvenir la nouvelle. L'information a d'abord été communiquée par téléphone à la diplomatie locale, qui a prévenu Philippe. Et c'est lui qui a dû ensuite porter la triste nouvelle à sa jeune épouse. When she returned from a night in the forest, it was to learn that she is now the queen. C'était un moment poignant. C'est ici, dans cet endroit reculé du Kenya, qu'a commencé le plus long règne de l'histoire anglaise. God save the Queen! On entend parfois dire qu'elle aurait aimé mener une vie plus ordinaire, à la campagne, avec moins de prestige. Et je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'une partie d'elle-même aime les défis. C'est ce qu'elle a fait tout au long de sa vie. Elle a relevé tous les défis. Celle qui est désormais reine rentre immédiatement au pays pour pleurer ce père qu'elle adorait et guider une nation qui subit encore les effets de la Seconde Guerre mondiale. There is no ceremony, but all thoughts for her at this sorrowful homecoming. On a du mal à se souvenir aujourd'hui à quel point la guerre a laissé des traces, jusque dans les années 1950. On était vraiment encore dans un monde d'après-guerre. Des funérailles d'État sont organisées pour le roi, et son peuple vient en masse rendre un dernier hommage à l'homme qui n'était pas destiné à être monarque. 300 000 personnes se seraient recueillies devant son cercueil au palais de Westminster à Londres. Il avait assumé ses obligations du mieux possible quand son frère avait abdiqué, en restant avec son peuple durant la guerre. Il avait été une présence constante, solide et admirable. Et sa fille possédait ces mêmes qualités. C'était désormais elle, accompagnée de son mari fringant et de ses jeunes enfants, qui serait sur le trône. Les funérailles passées, il faut tout préparer pour le couronnement de la nouvelle reine. 129 pays envoient des émissaires pour les représenter à la cérémonie de 3 heures qui a lieu au palais de Westminster. Crown Prince Akihito of Japan has come over to represent the Emperor at the coronation.
En Australie, des personnes ont dépensé les économies de toute une vie pour prendre le bateau et être à Londres pour simplement apercevoir la procession. Imagine, if you can, our young Queen's feelings as she is slowly borne towards the hours-long ceremony of pomp, circumstance and dedication. Le couronnement est la meilleure illustration de la manière dont la monarchie se met en scène. Ils avaient eu le temps de tout préparer. La seule chose qu'ils n'avaient pas anticipée, c'était la météo. La reine Salote de Tonga a fait son effet en arrivant dans une calèche décapotée alors qu'il pleuvait. En tout cas, la pluie n'a pas terni l'humeur des centaines de milliers de personnes massées le long des routes. Holding high St. Edward's crown, the Archbishop lowers the 5-pound symbol of might and power, and as he places it upon the Queen's head and removes his hands, the assemblage in one voice cries, God save the Queen. 1953 est une année agitée sur la scène politique mondiale. Un coup d'État militaire entraîne la proclamation de la République d'Égypte. Le tristement célèbre dirigeant russe Staline meurt d'une crise cardiaque. Et la guerre de Corée s'achève sans victoire pour le Sud, soutenue par les Américains. Alors que les tensions liées à la guerre froide s'accentuent entre les pays du bloc communiste et l'Occident, les États-Unis annoncent avoir fait exploser la première bombe à hydrogène. The shockwaves of the world's first H-bomb rush towards the onlookers, and spellbound they watch something never seen before. Devant tant d'instabilité, la reine et le duc d'Édimbourg sont contraints de délaisser leurs jeunes enfants, le prince Charles et la princesse Anne, pour effectuer seuls cette visite des contrées les plus éloignées du Commonwealth. Malgré la distance, une culture et un climat différents de ceux des colonies, la monarchie britannique continuait d'avoir un impact sur le quotidien de ses populations. Et cette institution était désormais symbolisée par une jeune reine qui n'avait jamais fait l'objet d'un scandale. Queen of a mighty throne built on the affections of countless peoples, enter your domain. Dans chaque ville, chaque province, chaque pays au programme de sa visite, les gens se précipitent pour avoir une chance d'entrevoir leur reine. C'est la première fois qu'un monarque britannique en fonction se déplace aussi loin et pendant aussi longtemps. L'ampleur et le programme de cette grande tournée du Commonwealth, entreprise par la nouvelle reine et son mari, avaient été arrêtés au départ pour le père de la reine. Elle devait aussi servir de tournée inaugurale du nouveau yacht royal, le Britannia, mais il n'a pas été achevé à temps. Il est arrivé seulement à la fin du voyage. Il a fallu affréter un paquebot à la place. Elle a emprunté le SS Gothic pour effectuer cette tournée monumentale, vraiment monumentale. De nos jours, un déplacement officiel de cette durée serait inimaginable. Le couple royal ne voyage pas léger. Le bateau transporte 8 tonnes de bagages et accueille 2 dames de compagnie, 3 secrétaires privés, 20 membres du personnel royal, un équipage de 72 hommes et un orchestre de la marine royale. Aux Fidji, l'accueil est un mélange de protocoles britanniques et mélanésien. And next came what was perhaps the most charming welcome of all, the presentation of a bouquet by the 3-year-old daughter of a chief now serving in Malaya. Isn't she sweet, the Queen is reported to have said. Les nuages accompagnent le gothique jusqu'en Nouvelle-Zélande, sans pour autant ternir l'enthousiasme de la population locale à leur arrivée. In fact, in its fervor, the crowd outside the town hall broke ranks when the Queen took her place on the deck. D'après les estimations, 4 Néo-Zélandais sur 5 auraient guetté dans la rue l'apparition de la reine et du duc durant leur visite de 6 semaines. On était encore dans une période de romance durant ces années-là, en partie liée au fait qu'on était enfin sorti de la guerre et de ses effets. Et il y avait une volonté de transférer, de communiquer au Commonwealth l'euphorie que le pays avait ressentie lors du couronnement. C'est vraiment l'exemple typique où le fait de voir le monarque en personne va établir ou renforcer l'adhésion de la population à la monarchie. La visite ne se fait cependant pas sans controverse ou tragédie. Le lendemain de l'arrivée du couple royal, 151 personnes sont tuées sur l'île du Nord dans l'effondrement d'un pont ferroviaire alors qu'un train circulait. Malgré tout, quand le gothique met le cap pour l'Australie début février, cette visite en Nouvelle-Zélande est majoritairement vue comme un succès retentissant et un avant-goût de ce qui est à venir.
Gothic steamed westward across the Tasman Sea. Ahead lay Australia. L'arrivée du SS Gothic par les Heads à Sydney a été spectaculaire. Flanqué de chaque côté par des navires de guerre, avec dans le ciel les avions de la Royal Australian Air Force qui le survolaient. Ils sont descendus sur une barge, la barge royale, et ils ont traversé une haie d'honneur d'1,5 km, formée par des centaines de bateaux avant de débarquer au port. Waiting to greet Her Majesty were the Governor-General and the Prime Minister of Australia and the Governor and Premier of New South Wales. Selon les estimations, plus de la moitié de la population de Sydney s'est massée le long du port dans l'espoir d'assister à l'arrivée de la reine et du duc. Standing at last on Australian soil, on this spot that is the birthplace of the nation, I want to tell you all how happy I am to be amongst you and how much I look forward to my journey through Australia. Il est évident que pour l'Australie blanche, cette tournée représentait la reconnaissance et la validation de 167 ans d'histoire en tant que colonie. Et ce qui est ressorti, à travers l'émotion qui a entouré cette visite, c'est que cette histoire avait été très difficile pour les Australiens blancs, beaucoup moins que pour les Noirs, c'est évident. Mais c'était ce que ressentaient les Australiens blancs. On avait envoyé des gens sur cette terre étrangère et inhospitalière, et ils avaient réussi malgré tout à forger une nation moderne. Cela avait demandé beaucoup de sacrifices. Et il était temps que la famille royale vienne les voir et que l'actuelle reine leur dise « Vous avez fait du bon travail. Nous sommes fiers de ce que vous avez accompli. Nous vous reconnaissons comme une nation adulte à l'intérieur de notre empire. » It was a blazing hot day, and in the glare, the Queen was finally compelled to use her dark glasses. Les obligations officielles du couple vont de la compétition de surfboat au défilé dans les rues, en passant par l'inauguration du Parlement à Canberra, pour laquelle la reine est au sommet de son élégance. Rain caused some alteration in the arrangements, and Her Majesty, robed once more in her coronation dress, had to pass directly into the Parliament building. Elle porte la robe en satin de son couronnement, sur laquelle les emblèmes des pays du Commonwealth ont été brodés avec du fil d'or et d'argent. C'est l'une des rares fois où elle a ressorti cette création qu'elle n'a portée qu'à 6 occasions après son couronnement. Dans ce genre de cas, la tenue revêt une signification très importante. Derrière, il y avait l'idée que le public anglais avait vu la robe du couronnement, et l'emporter pour la montrer aux Australiens était une façon de faire le lien entre les deux peuples, de dire « vous aussi, vous êtes mon peuple ». Pendant leur séjour, les habitants sont invités à écouter les actualités de la radio nationale tous les matins à 9h précises pour suivre l'itinéraire du couple royal sur 8 semaines. Toute la journée pendant les 2 mois de leur visite, vous pouviez vous mettre sur la fréquence de la radio nationale et entendre une description en temps réel de ce que la reine et le duc faisaient. Donc il y avait ça, et puis les films d'actualité du soir. Un caméraman suivait la reine dans tous ses déplacements. Et 1 ou 2 jours après, selon l'endroit où vous habitiez et la vitesse où il circulait, vous pouviez aller au cinéma et regarder le film des actualités, ce qu'ont fait des dizaines de milliers de personnes. Dans les années 50, la couverture médiatique de la famille royale est généralement bienveillante, contrairement à aujourd'hui. Il y avait un important protocole et la plupart des journalistes s'y tenaient. Il n'y avait pas encore de paparazzi. Les règles étaient très strictes. Un livret qui les récapitulait était distribué aux journalistes triés sur le volet qui couvrait la tournée. On vous expliquait ce que vous pouviez et ne pouviez pas faire. Le couple royal est mis à rude épreuve. Il visite 57 villes en 57 jours durant son périple à travers le pays, un rythme effréné. La reine a fait un nombre incalculable de discours, emprunté tous les moyens de transport possibles. Quand elle circulait dans une voiture décapotable, même s'il pleuvait, elle interdisait qu'on mette la capote. Si le peuple était mouillé, elle le serait elle aussi. À bord du train royal, quand elle passait de nuit dans des petits villages de campagne, elle se relevait pour saluer la foule, massée dehors le long des voies pour l'apercevoir. Parce qu'elle se sentait coupable, elle ne voulait pas que les gens aient fait tout ça pour rien. À Perth, l'étape finale de la visite, une épidémie de polio a compliqué les choses et a failli entraîner un changement de programme. Le Premier ministre Robert Menzies
instaure des mesures de précaution. But in accordance with precautions adopted by government order, the Queen's bouquet was not actually accepted by hand. Elle est restée sur son bateau, amarrée en mer. La nourriture était soigneusement contrôlée et aspergée d'antiseptiques avant d'être servie pour écarter le risque d'infection. Et les poignées de main étaient interdites. La ville a été surnommée la ville des courbettes parce qu'à défaut de pouvoir la toucher, par politesse, les gens faisaient la révérence à la reine. Aux yeux des Australiens, ce moment de proximité avec la famille royale et la mère patrie est passé bien trop vite. C'est la dernière fois qu'ils se montreront aussi fiers de leur héritage britannique et aussi admiratifs de la famille qui porte la couronne. Quand la reine est repartie en avril 1954, la tristesse était immense. Comme sur d'autres tournées, les gens se tenaient debout sur les quais de Fremantle et ils pleuraient. Et quand la reine est revenue en visite en 1963, le changement était palpable. Sans doute avec une once de nostalgie, le couple royal quitte l'endroit qui lui a offert tant de moments agréables. Mais leur tournée du Commonwealth est loin d'être finie. The Queen celebrated her birthday in Ceylon. She attended a birthday parade in her honor when men of Ceylon's fighting services marched past at Gallface Green, Columba. Alors que le couple et sa suite entament lentement le voyage retour qui passera par Aden et l'Ouganda, le yacht royal Britannia est enfin prêt à entrer en service. Il est en chemin pour les retrouver à Malte. Later, Prince Charles and Princess Anne came ashore. Pour les jeunes enfants, ce voyage à l'étranger est une nouveauté et l'occasion de faire toutes sortes de nouvelles expériences. Mais pour leurs parents, c'est la routine. Et même si la fin de leur longue tournée approche, un délicat travail de diplomatie les attend sur le trajet du retour. La visite royale à Gibraltar en 1954 était une façon de montrer aux habitants que leur loyauté envers la couronne était considérée et appréciée. Gibraltar se trouve à la pointe de l'Espagne et à cette époque, l'Espagne était gouvernée par le général Franco, qui était le chef d'un État policier fasciste et qui exigeait de récupérer Gibraltar. Le minuscule territoire britannique est littéralement coincé entre un rocher et un pays hostile. Et son précédent propriétaire regrette amèrement d'avoir cédé ce point stratégique à l'embouchure de la Méditerranée. Les Espagnols ont protesté. Pour eux, cette visite était une affirmation de la souveraineté britannique. Les services de renseignement étaient sur le qui-vive. Ils craignaient que la reine ne soit accueillie par des manifestants espagnols travaillant à Gibraltar ou que des actes terroristes soient commis. Leur nervosité était sans doute excessive. Il ne s'est rien produit de tel. Et un espoir. Les habitants étaient heureux de voir la reine. Ils ont multiplié les marques de loyauté à la couronne. Here come the Queen and the Duke to set foot in Britain again after nearly 6 months away. A joyous, exciting and historic moment. De retour en Grande-Bretagne, le couple royal reçoit un accueil extatique de son peuple à l'aube d'un grand changement politique et social. Le rationnement, qui faisait partie de son quotidien depuis la Seconde Guerre mondiale, est sur le point d'être levé. Le peuple est gagné par un sentiment de liberté et d'optimisme qui avait manqué durant la décennie précédente malgré la paix. À peu près au même moment, le Premier ministre Churchill, très malade, annonce sa démission à l'âge de 80 ans. No man in our lifetime has better earned the right to withdraw from the scene of action. Quand une détente s'amorce dans la guerre froide, l'Union soviétique reporte son attention sur la course à l'espace et lance Sputnik 1, premier satellite artificiel à tourner autour de la Terre. Les États-Unis ont moins de chance. Leur première tentative de lancement d'un satellite dans l'espace tourne à la catastrophe quand leur fusée Vanguard est détruite. En revanche, le mouvement pour les droits civiques est une dynamique positive. Il commence à prendre de l'essor et Martin Luther King devient son porte-parole le plus visible. La Grande-Bretagne a d'autres affaires plus pressantes à régler. Le nouvel État indépendant égyptien tente de prendre le contrôle du canal de Suez. C'est par ce canal de navigation vital, qui relie l'océan Indien à la Méditerranée, qu'entrent les 2/3 du pétrole importé en Europe. Israël est la première à s'opposer à la nationalisation du passage par le général Nasser. Meanwhile, surrender terms having been rejected by Cairo, the beach build-up was being continued with calm efficiency by British and French. Britain finds herself La Grande-Bretagne est défiée dans une zone, le Moyen-Orient, où elle avait assis sa domination depuis la Première Guerre mondiale.
C'était complètement irréaliste en 1956, mais au sein du Parti conservateur, et en tout cas aux yeux du Premier ministre Anthony Eden, il fallait attaquer et faire une grande démonstration de force impérialiste à l'ancienne. Cette décision va engendrer des tensions sur la scène internationale. Les États-Unis et la Russie menacent les coalisés de répercussions s'ils ne se retirent pas. Il paraît que le président Eisenhower, estimant qu'Eden avait perdu tout contrôle, aurait téléphoné à la reine et lui aurait demandé « Votre Majesté, n'avez-vous aucun moyen de vous débarrasser de cet homme ?» Elle aurait répondu froidement mais poliment « Nous sommes une monarchie constitutionnelle, je n'ai pas ce pouvoir. » Eisenhower avait peut-être trop lu Shakespeare et il pensait que ce genre de choses se faisait, mais il lui a été signifié que ce n'était pas le cas. Eisenhower finit par obtenir ce qu'il veut. Le Premier ministre Eden démissionne. Mais les dégâts sont là pour l'image de la Grande-Bretagne dans la communauté internationale. Les États-Unis, qui sont l'allié de la Grande-Bretagne, sont atterrés. Les Américains diront des Britanniques, ils se sont trompés de siècle. Au XIXe siècle, ce serait peut-être passé, d'ailleurs, c'est passé, mais plus maintenant. Et les pays nouvellement indépendants dans le monde diront, les impérialistes ne changeront jamais. Ils resteront toujours des voyous armés. Rétrospectivement, on voit vraiment que ça a marqué un tournant. Aussi belle qu'ait été la victoire anglaise lors de la Seconde Guerre mondiale, elle n'aurait pas été possible sans l'aide du Commonwealth, et encore moins sans celle de l'Amérique. La Grande-Bretagne a poursuivi une stratégie impérialiste pendant une autre dizaine d'années, mais Suez a été un révélateur du nouvel ordre mondial. Si la diplomatie américaine a marqué des points en jouant des muscles à l'occasion de cette crise, ailleurs, elle se révèle moins efficace. 2 ans à peine après la fin de la guerre de Corée, les États-Unis suivent de très près le conflit au Vietnam. Leur peur de voir le communisme se propager dans le sud-est asiatique les conduit à s'engager dans une guerre qui va leur coûter 58 000 hommes et déchirer l'opinion publique. L'atmosphère est malgré tout étonnamment joyeuse quand la reine pose le pied sur le sol américain pour une visite de 5 jours. Elle est accueillie par le président Eisenhower. I know that I speak for every citizen of this country when I bid you a warm welcome to this country. Le président partage un lien fort avec la reine, forgé du temps où il était commandant suprême des forces alliées à Londres. Il était alors devenu ami avec son père, le roi George VI. Eisenhower représentait dans une certaine mesure une figure paternelle pour Élisabeth II. Un peu dans la lignée de Winston Churchill, si vous voulez. Elle avait rencontré Eisenhower durant la guerre, alors qu'elle n'était alors que princesse, et qu'il commandait les forces anglo-américaines depuis la Grande-Bretagne. Il y avait donc ce lien merveilleux entre les deux. Le défunt roi avait été le premier souverain britannique à effectuer une visite aux États-Unis en 1939 pour les convaincre de s'engager dans la guerre. En 1939, il y avait un isolationnisme très fort et le sentiment qui prédominait chez les Américains, c'était que ce n'était pas leur guerre, ce ne sont pas nos affaires. Et Roosevelt a eu la brillante idée d'inviter le roi et la reine, vivement encouragé en cela par Eleanor. Il tablait sur le fait que les Américains s'identifieraient forcément à cette famille royale qui parlait la même langue qu'eux, qui partageait leur idéal et leurs valeurs, et qu'ils seraient sensibles au charme de ce jeune couple magnifique. American President and British sovereigns, they and their first ladies, like a party of friends. La visite s'est déroulée sur un mode relativement informel. Ils ont séjourné à Hyde Park, ont mangé des hamburgers, et Roosevelt a bavardé avec George VI, qui lui a d'ailleurs dit très franchement « Pourquoi mes ministres ne me parlent pas de manière aussi informelle ?» Il trouvait plus facile la communication avec Roosevelt. Et il faut dire que Roosevelt avait un faible pour les têtes couronnées. Il aimait l'attention positive que lui valait cette visite royale, sans faire offense aux isolationnistes, à sa population irlandaise, et à tous ceux qui ne voulaient rien avoir à faire avec la Grande-Bretagne.
Chaque fois qu'Eleanor Roosevelt accompagnait la reine quelque part, elle était vraiment épatée par la manière dont la reine endurait la chaleur sans se plaindre. Il y avait une terrible vague de chaleur à ce moment-là. Elles ont noué une grande amitié à l'occasion de cette visite qui a effectivement produit l'effet attendu. C'est-à-dire que les États-Unis ont pris conscience que la première des batailles était de collaborer avec les Anglais, qu'ils étaient des leurs. Here at Arlington is the national memorial to the men who lost their lives in the Great War, a war in which Britons and Americans fought side by side. Cette visite royale a été particulièrement importante, notamment pour le roi, parce qu'elle l'a consolidé dans sa fonction. Jusque-là, il se sentait fragilisé par l'abdication. La reine a d'ailleurs dit « Cela nous a construit, cette visite nous a construit, le roi et moi ». La tournée de la reine aux États-Unis en 1957 est perçue comme un élément crucial pour consolider la relation anglo-américaine. C'est sa première visite outre-Atlantique en tant que reine. Settlement in Jamestown is the beginning of a series of overseas settlements made throughout the world by British pioneers. Même s'ils se sont battus pour se séparer des Britanniques, les Américains semblent porter un intérêt sincère au couple royal. Celui-ci se prête aux photos, déconcerté par le culot des médias américains qui font preuve d'un sans-gêne auquel il n'est pas habitué en Angleterre. La reine trouve les Américains plus vrais que nature. Une anecdote raconte qu'assistant à un match de football américain, elle aurait demandé au maire à côté d'elle « Mais d'où sortent tous ces joueurs imposants ?» Ce à quoi le maire aurait répondu « Votre Majesté, votre question est très embarrassante. » À New York, la reine et son mari sont traités comme des stars de cinéma. Ils défilent sous les serpentins devant 1 million de personnes. L'incroyable accueil reçu par la reine Elisabeth et son mari à cette occasion a peut-être été le premier signe indicateur de la manière dont la magie qui émane de la monarchie peut permettre de redorer le blason de la Grande-Bretagne, porter le pays. Le lien à l'histoire britannique ressurgissait à chaque apparition d'une personnalité royale, mais à ces occasions, la population gardait essentiellement en mémoire le côté plus positif de l'alliance anglo-américaine. La jeune reine fait un discours devant la nouvelle Assemblée des Nations Unies, dans lequel elle souligne la difficulté de maintenir la paix dans une époque de tensions croissantes. Pendant que le couple royal mène son opération de séduction, en coulisses, des discussions sérieuses ont lieu. La tournée royale coïncide avec la visite du Premier ministre britannique Harold Macmillan, qui doit empêcher une catastrophe. I've known President Eisenhower since the days of the war. Il est aux États-Unis pour évoquer les inquiétudes russes au sujet d'une invasion de la Syrie que prépareraient les États-Unis et la Turquie. Une crise est évitée de justesse, en grande partie grâce à lui. Ce n'est que l'une des nombreuses situations explosives qui vont marquer la fin des années 50 et le début des années 60. En Irak, une révolution entraîne la mort du jeune roi Faisal, âgé de 23 ans. L'armée, sous le contrôle du général Qassem, proclame la République d'Irak. Fidel Castro s'empare du pouvoir à Cuba. Ses liens forts avec l'Union soviétique inquiètent le nouveau président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Toutes les victoires obtenues à l'époque ne l'ont pas été par la force. Ceylan accomplit une première mondiale en élisant une femme pour diriger l'État, la première ministre Sirimavo Bandaranaike. Dans d'autres régions du monde, l'heure n'est pas au progressisme. À Berlin, la construction d'un mur débute, divisant physiquement et idéologiquement l'Europe de l'Est et de l'Ouest pendant près de 3 décennies. Le Commonwealth n'échappe pas aux transformations. Beaucoup de ces pays membres, arrivés à l'âge adulte, revendiquent un autre statut. Durant cette période, Singapour est parmi les premiers à réclamer une indépendance partielle. Le Nigeria et le Cameroun lui emboîtent le pas en demandant plus d'autonomie. La reine croyait au Commonwealth. Elle ne voyait pas vraiment d'inconvénient à ce que ces pays membres deviennent des républiques, et c'est ce que beaucoup ont fait. L'important pour elle était qu'ils adhèrent à cet organe nébuleux dont elle était à la tête. C'est avec la jeune République d'Afrique du Sud, où un régime de ségrégation, l'apartheid, a été mis en place,
que la rupture est la plus profonde. Conséquence, le pays est exclu du Commonwealth. Demonstrations against the South African government's strict apartheid policies flare into shocking violence. Il faudra attendre 32 ans pour que la République d'Afrique du Sud soit réadmise au sein du Commonwealth. La souffrance induite par l'apartheid en Afrique du Sud était dans son esprit en totale contradiction avec l'essence même du Commonwealth. C'était un pays, le seul à ce stade, dans lequel les valeurs du Commonwealth n'étaient pas respectées. La Grande-Bretagne a peur que d'autres pays africains veuillent à leur tour rompre les liens. The Gold Coast was to become Ghana, an independent state within the Commonwealth. Le Ghana, indépendant depuis 1957, semble être très proche de l'Union soviétique. Le Ghana inquiétait. Il y avait eu des émeutes en 1948. Les services secrets britanniques avaient enquêté et ils étaient inquiets parce qu'ils soupçonnaient les communistes d'en être responsables. Il semblerait qu'ils se soient trompés. Mais il est vrai qu'avec les tensions accrues liées à la guerre froide, il y avait une certaine paranoïa. Tout le monde voyait des communistes partout. La reine est censée faire une visite au Ghana pour l'inciter à rester dans le Commonwealth. Mais sa sécurité semble menacée. Le pays était dirigé par un homme du nom de Kwame Nkrumah, qui était anticolonialiste. Et entre 1957 et 1961, il était plus ou moins devenu un dictateur. Il se surnommait lui-même Nkrumah le Rédempteur. Il était anti-britannique, il faisait enfermer ses opposants, il avait supprimé la liberté de la presse, etc. Donc, il y avait une vraie interrogation sur le caractère opportun d'une visite de la reine. Questionnée par le Premier ministre Macmillan sur ses intentions, la reine lui répond « Je suis le chef du Commonwealth et je suis payée pour affronter tous les risques que cela peut comporter. Et ne croyez pas que je dise cela à la légère, je vous rappelle que j'ai 3 enfants. » Le petit État d'Afrique de l'Ouest reste donc au programme du couple royal. Et il n'y a aucun signe de dissension dans les larges foules rassemblées pour voir la reine et le duc. Quand la reine s'est rendue au Ghana pour affronter ou se confronter à l'une des voix les plus virulentes du nationalisme africain, une nouvelle fois, la magie a opéré. Une magie en partie liée à sa personnalité et en partie à l'institution. Mais aucun Premier ministre britannique ou aucun président n'aurait osé se rendre dans une ancienne colonie aussitôt après sa déclaration d'indépendance. Élisabeth arrivait à désamorcer ce genre de situation. Les traces de l'influence britannique sont visibles dans les nombreuses parades et cérémonies officielles en l'honneur de la monarchie anglaise. Le couple royal a également pu découvrir les traditions locales. La décision de la reine de maintenir cette tournée s'est révélée un coup de maître en termes de relations publiques à plus d'un titre. Le Ghana choisit de rester dans le Commonwealth. Plus que les manœuvres diplomatiques en coulisses, le comportement d'Élisabeth II lors d'une soirée officielle lui vaudra l'affection du peuple. Les images de la reine dansant avec le président Nkrumah ont provoqué quelques froncements de sourcils dans l'establishment blanc. The Queen danced with President Nkrumah in the high life, a swinging shuffle which is all the rage in West Africa. Personne ne sous-entend qu'il y a eu un comportement inapproprié. Mais il y a toujours une atmosphère de séduction quand une reine entame une danse officielle avec le chef de l'État du pays qu'elle visite. Cette visite a servi les intérêts de Nkrumah. En regardant les images, on voit que la population était totalement conquise. Et du côté de la presse, qui couvrait l'événement, elle a beaucoup appuyé sur l'attrait de cette reine en visite dans un pays en voie de développement. Tous les problèmes ne se règlent pas avec une danse. La tournée de la reine en Inde et au Pakistan intervient moins de 15 ans après l'accession mouvementée à l'indépendance de celle qui fut jadis le joyau de l'empire colonial britannique. Malgré l'hostilité ancienne que le pays nourrit vis-à-vis des Britanniques, la famille royale s'est déjà rendue en Inde à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 1911 sous George V, qui était à la fois roi et empereur des Indes.
La tournée de 1911 était une sorte de tournée du couronnement pour George V. Il venait de devenir roi. Elle était censée souder le Raj, c'est-à-dire l'Empire britannique des Indes et la Grande-Bretagne. Il faut se souvenir de cette visite pour son opulence et son extravagance. L'invité d'honneur est accueilli avec un spectacle grandiose, mettant en scène le passé riche et coloré de l'Inde. Des processions somptueuses, un grand nombre d'éléphants, tous les princes en tenue d'apparat. Tous se présentent devant leur roi empereur. Lui-même est splendide, il porte sa couronne et sa tenue de couronnement. Un par un, les princes s'avancent et s'inclinent devant lui, en signe de soumission. Et finalement, c'est logique, parce qu'il répète les coutumes des grandes cérémonies des Moghols, qui régnaient sur l'Inde avant les Britanniques. C'est un véritable spectacle qui montrait la grandeur de l'Empire indien. C'était une mise en scène de la royauté, une pièce de théâtre, une formidable pièce de théâtre. Et le clou du spectacle pour George V a été l'énorme chasse aux tigres au cours de laquelle il a abattu 21 tigres. À ce moment-là, il s'est affirmé en tant que roi face au prince indien. L'atmosphère est complètement différente quand son héritier Édouard VIII effectue une tournée en tant que prince de Galles une décennie plus tard. La participation britannique à la Première Guerre mondiale a coûté cher à l'Inde. Plus de 130 000 hommes ont été tués ou blessés, et les dépenses de guerre du Royaume-Uni ont été partiellement financées par l'instauration de taxes dans le sous-continent. Les murmures de mécontentement se transforment en cris. Le Premier ministre Stanley Baldwin avait soufflé que ce serait une très bonne idée que le fils aîné du roi, Édouard, prince de Galles, le futur Édouard VIII, fasse une série de tournées. L'autre raison était aussi qu'il était inquiet au sujet de ce dernier. Il espérait ainsi empêcher le prince de faire des bêtises. Ils ont donc vu arriver un jeune prince glamour au physique avantageux, un playboy accessible, presque un homme ordinaire. La popularité du prince ne suffit pas à empêcher le désamour. Son séjour est ponctué de manifestations, de défilés boudés par la population à cause du sentiment anti-britannique attisé par le mouvement indépendantiste. 40 ans plus tard, lors de la visite de la reine à l'ancienne colonie, il n'y a plus aucun signe des tensions nées de la bataille pour l'indépendance. Au contraire, l'intérêt pour la famille royale s'est accru. Des millions de personnes se pressent pour apercevoir celle qui aurait dû être leur impératrice. And a multitudinous welcome from the people of the city. It's said that such a tremendous reception has never been seen in Calcutta before. Elle visite un nouveau pays membre du Commonwealth, le plus grand. L'Inde, qui vient d'émerger, se veut un État laïque, tandis que le Pakistan est un État religieux, un État musulman. Et la partition s'est faite dans un véritable bain de sang. Ces deux nations formaient jadis l'Empire des Indes. Aujourd'hui, l'Inde est délibérément un État neutre. Il se considère comme étant en dehors de la guerre froide. Le Pakistan, lui, est en quelque sorte dans le camp occidental. Il est un allié de la Grande-Bretagne et des États-Unis. La tournée, qui doit durer 7 semaines, doit l'emmener en Inde et au Pakistan, ainsi qu'au Népal et en Iran. Elle inclut un discours devant une foule de 250 000 personnes, ce qui en fait encore aujourd'hui l'un des plus grands rassemblements de ce genre. Je me souviens simplement de ces merveilleuses images de la reine juchée sur un éléphant. Tout était spectaculaire à l'époque. One feature of the 4-day visit was the tiger shoot, in which over 300 elephants played their important part. The Queen rode on this mount on her way to the scene of action, which she planned to shoot with a camera. Si cette visite fait la part belle aux coutumes locales, les progrès du pays sont aussi soulignés. Il y avait plein d'éléphants, des gens qui agitaient de petits drapeaux. Et elle enchaînait les visites d'endroits comme des stations d'élevage du bétail, qui sont des indicateurs de progrès. Elle parle de l'influence bénéfique que l'Inde pourrait avoir sur l'Asie. Ce qui veut dire que, comme le gouvernement britannique, elle voit l'Inde comme une grande puissance en devenir, qui a la capacité d'influencer les pays plus petits autour d'elle. La reine a le bon sens de ne pas ignorer les blessures du passé.
Et avec une grande diplomatie, elle rend hommage aux 2 hommes jadis opposés à la Grande-Bretagne, qui ont contribué à la création de l'Inde et du Pakistan moderne. Elle prend grand soin de rendre hommage et de manifester du respect pour 2 figures du mouvement indépendantiste de l'Empire des Indes. Elle se déchausse et dépose une couronne de fleurs sur la tombe de Gandhi, en respectant tous les usages. A beautiful tribute to India's greatest son, the Mahatma. Elle fait la même chose sur la tombe de Muhammad Ali Jinnah. The Queen joined her husband when they visited the site of the memorial to Mr. Jinnah, the founder of this country which became a republic nearly 5 years ago. Donc, elle montre du respect pour le mouvement indépendantiste et par ailleurs, elle qualifie publiquement ceux qu'on appelait avant les anciens ennemis de l'Empire de nouveaux héros d'un Commonwealth progressiste et humain. C'est typique de la reine. C'est une conciliatrice remarquable. Et je crois que c'est le dénominateur commun à toutes ces visites. La conciliation, la volonté de réconcilier. Si on devait choisir une épithète à coller au nom de la reine, comme Alfred le Grand, Élisabeth la Conciliante est un nom qui lui irait très bien. Les fractures se poursuivent au sein de l'Empire britannique au début des années 60. La Jamaïque, l'Ouganda et le Kenya proclament tous leur indépendance en restant membres du Commonwealth. L'Afrique du Sud conserve un régime de ségrégation. Le militant anti-apartheid Nelson Mandela est arrêté pour incitation à la rébellion et condamné à la prison à vie. Aux États-Unis, un autre militant des droits civiques, Martin Luther King, fait son célèbre discours « J'ai fait un rêve » devant près d'1/4 de million de personnes. C'est à l'époque la plus grande manifestation jamais organisée aux États-Unis. Mais le président Kennedy n'aura pas la chance de voir émerger une Amérique plus équitable. Il est assassiné durant son voyage à Dallas en 1963. L'année suivante, la reine met le cap sur le Canada, alors en plein combat séparatiste. Quebec is the center of the French-Canadian movement to break away from the rest of the country. Un groupe de Canadiens français basés à Québec réclame la souveraineté de la province. Des manifestants ont lancé des menaces d'assassinat contre la reine. Les services de l'ordre sont sur le qui-vive. On savait que ce ne serait pas facile au Québec. On était conscient du danger, mais la reine n'a jamais reculé face au danger, quel qu'il soit. Au Québec, en 1964, c'était sa première visite qui pouvait être potentiellement dangereuse. Et dans ce genre de contexte, le caractère flegmatique et imperturbable de la reine est d'une grande utilité. C'est peut-être la première fois que la reine n'est pas acclamée à l'étranger. Il y a moins de spectateurs que de membres de forces de sécurité. La reine fait son arrivée au Parlement dans une voiture blindée. Contrairement à ce que prévoit le protocole, les forces de l'ordre font face au public plutôt qu'au couple royal pour guetter le moindre signe d'agitation. Une fois en sécurité à l'intérieur, la reine montre sa maîtrise des langues étrangères en s'adressant en français au Parlement. L'un des points clés de sa visite au Québec a évidemment été sa maîtrise du français. Des Français m'ont dit qu'elle parlait leur langue comme une véritable Française. Le rêve se réalisa grâce à l'esprit de compréhension et de confiance que les délégués des différentes provinces manifestèrent. Mais la ligne dure du mouvement séparatiste est difficile à convaincre. Et quand la reine ressort du bâtiment, elle est huée. Les manifestants lui hurlent de repartir. The few people who waited to see Her Majesty only served to underline this humiliating situation. La reine réagit toujours très dignement aux manifestations d'hostilité. Elle n'aime pas qu'on l'oblige à dévier de son chemin. C'est une descendante de la reine Victoria et la reine Victoria ne s'en laissait pas compter. Et on retrouve les mêmes traits de caractère plusieurs générations plus tard, chez Élisabeth II. La tournée royale continue et prend un tour nettement plus agréable quand le couple royal s'aventure cette fois dans les provinces anglophones. Si la reine repart indemne du Canada, son image à l'étranger jusque-là sans tache a perdu un peu de son éclat. Dans un monde où de plus en plus de gens sont prêts à faire entendre leurs revendications et à faire usage d'une nouvelle liberté d'expression,
la famille royale va voir sa relation avec le public et la presse évoluer. Elle va devoir accepter d'être scrutée et épiée comme elle ne l'a jamais été. Car le monde a changé et elle doit changer avec lui.